Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Nous voilà encore une fois à la fin de l'année. C'est le temps de faire ces fameuses listes top 10 de l'année. Avant de commencer, je pense que vous pouvez voir que je porte ce magnifique nouveau t-shirt. Donc à chaque année pour Cannes, on a une édition spéciale du logo On Joue-tu qui a un peu un lien, un petit clin d'œil avec l'affiche de cette année. Je vais vous la mettre à l'écran comme ça vous voyez de quoi je parle. Donc si vous venez à Cannes puis vous voulez nous montrer votre soutien pour la chaîne On Joue-tu, ben ce t-shirt là est disponible en ce moment sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien sûrement sous ma tête et dans la description de la vidéo. Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, j'avais fait un top 20 parce que l'année dernière, j'avais énormément joué, j'avais énormément de coups de cœur. Cette année, c'est une année très différente. Au début, j'avais une genre de top 15. Puis en fait, je me suis rendu compte que les 5 derniers, c'était limite, je les mettais par défaut. Donc, je me suis dit, ben, je vais me reconcentrer sur un top 10 cette année parce que c'est vrai que cette année, c'est pas nécessairement que c'est une année qui a été hyper faible en jeu. On a beaucoup de bons jeux qui sont sortis cette année. Par contre, c'est une année où j'ai été assez concentré sur d'autres projets. J'ai pas énormément joué. Si on regarde mon top 1 des 3 dernières années, donc la première fois que j'avais fait cette liste, c'était Nidavellir, qui reste un de mes jeux préférés. Ark Nova l'année ensuite. Et l'année dernière, Trio, c'est 3 jeux que je ressors régulièrement, que je joue encore beaucoup. Je sais pas si le jeu qui va être en première position de cette liste, c'est un jeu que je vais ressortir énormément dans l'année qui suit. Donc, ça va être intéressant à voir, effectivement, lorsqu'on va arriver au mois de novembre puis que je vais faire ma liste revisitée de 2024. Avant de commencer mon top 10, j'ai quand même 3 mentions honorables pour différentes raisons que je voulais vite vous parler. Le premier, c'est un jeu qui, mine de rien, est un des jeux que j'ai le plus joué cette année. Il n'a pas fait mon top 10, mais c'est le jeu Little Tavern, donc de Théo Rivière et Maxime Rimbaud. C'est un jeu au début que j'aimais pas vraiment, c'était un peu trop chaotique pour moi, mais je me suis rendu compte que j'ai plein de groupes de joueurs différents qui sont pas nécessairement des joueurs expérimentés, qui ont vraiment adoré les sensations de ce jeu-là parce qu'ils me le demandent à chaque fois qu'ils viennent à la maison. Donc clairement, je peux pas parler de mon année 2024 en jeu sans parler de Little Tavern, qui a quand même un côté très accessible. Et puis il y a des mécaniques de scoring, en tout cas, qui sont pour nous des joueurs expérimentés, ben on connaît, mais pour monsieur et madame tout le monde, ça les introduit un peu à cette idée de ben, plus t'en as, plus ça fait de points. Celui-là, ça va aussi dépendre. Il faut que tu regardes dans les tables des autres joueurs et tout. Donc, ça, c'est un jeu que je voulais quand même mentionner, même s'il n'a pas fait mon top 10. L'année 2024 a aussi été marquant pour nous, pour l'équipe On Joue-tu, parce qu'il y a eu la sortie du jeu Tower Up. C'est un jeu qui n'a pas forcément un lien avec nous directement, mais qui est un jeu qu'on a pu tester chez notre ami Sébastien Pochon. Ça fait maintenant 2 ans de ça. Donc, c'était la première fois qu'on voyait un prototype devenir un jeu et donc une sortie. Donc c'est vrai que ça a été hyper cool ce projet-là de le voir évoluer. Puis en plus de ça, ça l'a mené à cet épisode assez extraordinaire du podcast avec tous les gens en lien avec ce jeu-là. Donc pour nous, ça a été très cool de voir la sortie de Tower Up. Il était dans mon top 15, mais il est juste sorti du top 10. Et pour finir, of course, je peux pas parler de l'année 2024 sans parler de Naishi, qui, si on est très honnête, je pense que c'est mon jeu préféré de cette année. Oui, c'est un jeu que j'ai créé, mais c'est le jeu que j'ai le plus joué, que j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Et puis ben, maintenant, on est en train de travailler sur des petits projets en plus avec Alex et l'équipe de Merle. Donc, c'est vrai que Naishi, je peux pas parler de cette année sans parler de Naishi. Donc, assez de blabla. On va commencer avec le numéro 10, en 10e position avec Sunrise Avenue. Dans Sunrise Avenue, votre but sera d'accumuler les cartes terrain de différents types afin de les jouer à un moment opportun pour marquer le plus de points possible. Attention, certaines cases valent plus que d'autres, donc il faut être vigilant et s'assurer que les autres joueurs ne vous piquent pas ces emplacements. Alors, qui sera le meilleur architecte de ville de votre groupe de joueurs? Ou du moins le moins pire. On le dit assez souvent, mais c'est vrai qu'il est assez fort pour ça, Knizia, pour faire des jeux qui sont efficaces. Les règles sont expliquées en 2 minutes. Vraiment, le livret de règles, c'est une énorme page, mais au final, elle est limite recto-verso, puis t'as déjà compris les règles. L'expérience de jeu est assez fun. Je l'ai souvent comparé à... C'est un genre d'aventurier du rail light, c'est-à-dire qu'on essaie de faire ces combos de cartes pour pouvoir les jouer d'un coup comme ça. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les emplacements changent de valeur selon où est-ce qu'on est rendu dans les adjacences. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve assez fun. Et puis, ben, c'est un jeu que, comme j'ai dit, je vais garder dans ma bibliothèque, je pense, encore une bonne année, parce que quand on est 4 personnes, je vais peut-être regarder, je vais dire, ah ça, qu'est-ce que je peux jouer en pas beaucoup de temps, qui s'explique rapidement. Ben, Sunrise Avenue, c'est un jeu que j'ai plaisir à retourner, donc c'est pour ça qu'il est en 10e position. Et en 9e position, ben, on le retrouve, le seul jeu expert de cette liste. C'est le seul jeu expert que j'ai joué plusieurs fois cette année. C'est Les Rats de Wistar.
Dans les rats de WeStar, vous devrez gérer une colonie de rats qui tentent d'infiltrer une maison afin d'améliorer leur technologie ainsi que leur refuge. Enfin, je crois que c'est ce qu'on doit faire. Je vous avoue que la thématique, j'ai pas trop compris. Peu importe, à votre tour, vous placerez un ouvrier sur une roue d'action qui changera à tous les tours. La force de cette action dépendra du nombre de rats dans ce cadran d'action autour du plateau de jeu. Un jeu expert avec une thématique particulière qui saura vous charmer. Les rats de WeStar, c'est vrai que pour l'instant, j'ai fait, je pense, 3 parties au total. C'est un jeu que je trouve hyper agréable. Je trouve que cette mécanique avec la roue où tu vas essayer de augmenter la force de cette action-là et puis de bien choisir où est-ce que tu vas placer tes souris comme ça autour du cadran. C'est des choix qui sont assez cool. Je pense qu'il y a beaucoup de rejouabilité là derrière parce que justement cette roue va changer, même de tour en tour. Tu dis, ah mais là peut-être que je vais pas faire ça, et ainsi de suite. Je trouve assez fun le petit côté narratif. Alors je mets des gros guillemets là-dessus, hein, mais le petit côté narratif des cartes qui vont donc un peu te raconter une histoire de qu'est-ce qu'ils font les souris dans la maison. Et puis, ben, bien sûr, il faut que d'abord tu distrais le chat avant de pouvoir voler tel truc, puis de devoir les faire dans l'ordre comme ça. Puis il y a un petit côté semi-coop, si on veut, parce qu'il faut que certains joueurs aillent débloquer ces actions-là. C'est quelque chose que je trouvais assez fun, même si, ben, c'est vrai que quand j'ai joué avec Benji, il disait, mais oui, mais la narration là-dedans, elle est inexistante. Je suis d'accord, hein, mais moi qui n'ai pas fan de ce côté narratif, ben, j'étais content de le voir sous sa forme la plus minime dans ce jeu. Et puis en plus de ça, pour moi, la thématique me choque pas tant que ça. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait presque jeu enfant. Moi, c'est juste que je comprends pas trop ce qu'on est en train de faire. C'est vrai qu'il y a un énorme texte sur le livre des règles qui explique un peu pourquoi est-ce que ces souris-là veulent faire ces choses-là. Mais comme vous avez vu dans mon petit intro, j'ai pas trop compris la thématique, mais ça n'a pas nuit à mon appréciation du jeu. Même que j'ai trouvé ça assez fun d'avoir une thématique presque un peu inhabituelle pour un jeu expert. Donc si tout ce que je viens de dire là vous intéresse, je pense qu'il y a des bonnes chances que vous allez aimer les rats de WeStar. C'est pour ça qu'il est en 9e position. En 8e position, on retrouve la suite spirituelle à mon jeu favori de tous les temps, Duel pour la Terre du Milieu. Dans Duel pour la Terre du Milieu, vous allez devoir choisir un camp, soit la communauté de l'anneau ou soit les forces du mal. Ensuite, le jeu vous propose 3 axes stratégiques qui peuvent mener à une victoire immédiate. Ceci peut se déclencher de 3 façons différentes. Soit en accumulant les blasons de 6 peuples, soit en ayant une présence sur chaque lieu sur la carte, ou soit en avançant de 14 cases sur la piste de l'anneau. Et vous, de quelle façon tenterez-vous de prendre le dessus sur votre adversaire? Là, on parle d'un jeu qui était dans mes attentes de 2024. Vraiment, genre, j'étais hyper hypé pour ce jeu parce que, bien sûr, comme je viens de dire, c'est vrai que Seven Wonders Duel, c'est un de mes jeux préférés ever. Donc, c'est vrai que tu prends ce jeu-là, tu y colles une thématique qui me parle. J'adore le Seigneur des Anneaux. Puis en plus, tu répares 2-3 trucs qui étaient critiqués de la version précédente. On pourrait croire que ce serait mon numéro 1 jeu de l'année, of course. Et puis, ben, on le retrouve en 8e position. On pourrait croire que ça veut dire que c'est une déception, mais en fait, c'est dur de dire que c'est une déception parce qu'en fait, je trouve que tout fonctionne dans ce jeu. J'aime tout de ce jeu. C'est hyper fun, c'est fluide. J'adore le fait qu'on te force à faire une des 3 conditions de victoire. On peut plus juste se dire, ah ben moi j'ai plus de points que toi, donc de toute façon je vais gagner. Mais c'est vrai que ça reste que j'ai quand même une grosse préférence pour Seven Wonders Duel. Ça va jamais remplacer ce jeu-là pour moi, en plus du fait que les extensions en rajoutent énormément. Puis je trouve que maintenant, j'ai de la peine à jouer à Seven Wonders Duel sans les extensions. Donc c'est vrai que je pense que si vous êtes intéressé par un des deux, mais que vous savez pas lequel prendre, peut-être que Seven Wonders, le Duel pour la Terre du Milieu, je vais jamais le dire comme il faut ce nom-là. Et je pense que Duel pour la Terre du Milieu, c'est presque mieux peut-être dans sa version de base originale, mais c'est vrai que les possibilités qui sont ouvertes à nous quand on a les extensions et quand on a toutes ces différentes tactiques, ces stratégies-là qu'on a l'habitude de jouer, ça change quand même notre façon de voir le jeu. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 8, encore une fois, c'est pas une déception pour moi, parce que j'avoue que je m'attendais pas non plus à ce qu'il détrône Seven Wonders Duel, mais c'est un très bon jeu, et c'est pour ça qu'il se retrouve en 8e position. En 7e position, on pourrait dire que c'est ouais, on est à la limite du jeu expert, donc c'est pour ça que je dis que c'est quand même moins complexe pour moi que les rats de WeStar, mais on a Dead Cells. Il est là, ok, je vais pas déplacer la boîte. Dans Dead Cells, vous et vos camarades de jeu vont crever, et mourir, et pourrir, et remourir de nouveau. Mais la beauté du jeu est qu'à chaque fois que vous périssez, vous revenez plus fort et prêt à affronter le donjon de nouveau. Chaque run vous procure de nouvelles sensations selon vos équipements, vos habiletés, ainsi que votre expérience. Serez-vous capable de surmonter les différents boss afin de pouvoir vous déclarer vainqueur de Dead Cells? Bon, pour finir, je l'ai quand même déplacé, mais cette année, j'ai reçu 2 Kickstarter qui étaient basés sur des licences de jeux vidéo, donc Slay the Spire et
of course Dead Cells. Là où Slay the Spire a simplement proposé une version moindre du jeu vidéo, l'équipe de Scorpion Masqué et Kaidama nous ont quand même sorti un jeu qui donne les mêmes sensations du jeu vidéo, mais en jeu de plateau. Ce qui pour moi est bien meilleur, et puis c'est pour ça qu'on le retrouve en 7e position, et que Slay the Spire a été vendu après une partie. Dead Cells a ce même sentiment comme dans le jeu vidéo de dire « Allez, on en refait juste une », donc il y aura ce côté un peu addictif de dire « Mais on n'était pas loin, on était tout proche, donc on va se réessayer ». Puis en plus, ce système d'un peu de sauvegarde entre les runs, où on va avoir tous ces trucs qu'on va rajouter dans le plateau, moi je pense que c'est quelque chose qui, j'espère, sera copié par beaucoup d'autres jeux qui tentent d'avoir cette sensation de roguelike, parce que tu as vraiment cette idée de « Ok, tac, on met ça là-dedans, et puis la prochaine partie, on va être plus fort ». Et puis ça, c'est quelque chose que je pense qui manquait dans les jeux de plateau qui tentaient ces sensations-là. Donc, vraiment, un gros bravo à toute l'équipe de ce jeu-là. La seule raison qui n'est pas plus haut sur cette liste, c'est que j'ai vraiment de la peine à trouver des gens avec qui le jouer. C'est pas un jeu que je vais jouer en solo. Je suis pas quelqu'un qui aime les jeux solo. Donc, j'attendais d'avoir un groupe pour pouvoir les enchaîner. Je pense que, parce que pour le moment, je pense qu'on s'est rendu qu'au premier boss, mais je pense que si je réussis à le finir, il va certainement monter plus haut dans ma liste revisitée de l'année prochaine. On passe maintenant d'une grosse boîte à une toute petite boîte avec Prey Another Day. Dans Prey Another Day, les joueurs vont tenter de survivre à 3 manches de chasse en jouant un des 5 animaux de leurs mains face cachée. Ensuite, on révélera les animaux en ordre du plus gros prédateur à la plus petite proie. Lorsqu'on appelle un animal, si un joueur est le seul à le jouer, il peut choisir une proie, pas encore révélée, qu'il va chasser. Si un des autres joueurs a choisi cet animal, alors il est éliminé pour la manche. Saurez-vous déduire les intentions de vos adversaires? Prey Another Day, c'est un jeu vraiment où plus j'y joue, plus je l'apprécie, et puis il y a vraiment ce côté, surtout quand tu joues avec les mêmes personnes, de double, triple, quadruple guessing, de se dire attends, la dernière fois il a fait ça, donc là je pense qu'il va faire ça, donc ça veut dire qu'il a pris ça. L'an dernier, mon jeu que je sortais à tous les coups qui marchait à chaque fois, c'était Trio, puis bon, je suis pas du tout en train de le comparer à Trio, mais c'est cette même optique que ça a marché à tous les coups quand je le montrais à des gens, à des groupes de joueurs différents. Je pense que c'est tout dû au fait que c'est un jeu qui est simple et efficace. Ça, je pense qu'on en a tous besoin dans nos ludothèques, même si vous êtes des gros joueurs. Vous avez besoin de ces petits jeux qui sont capables, vous êtes capable de sortir ça. Et écoute, il nous reste 20 minutes, on fait quoi? Ben, Prey Another Day, c'était ça pour moi cette année. Les jeux avec de l'élimination, souvent, c'est quelque chose qui me saoule. Puis en fait, dans ce jeu-là, ça marche parce que je trouve que, ben, comme je viens de le dire, le fait que les parties sont rapides, ça aide beaucoup à ce que, ben, même si tu te fais éliminer, ben, t'as juste à attendre 2 minutes, puis après ça, tu vas pouvoir revenir dans le jeu. Mais surtout, que je trouve que, en fait, même d'être éliminé, je trouve ça quand même intéressant de voir ce qui se passe autour de la table, de dire, attends, mais lui, il a mis quoi? J'étais sûr que t'allais mettre ça et tout. Donc, on est quand même impliqué dans ce qui se passe autour de la table, même si on est éliminé. Et en plus de tout ça, ben, moi, j'ai pu trouver la version originale, donc la version française ne ressemble pas à ça. Ça, c'est vraiment la version originale que vous pouvez trouver ici, je crois, avec la version allemande. Mais moi, je l'ai acheté au Japon quand j'étais là. Donc, en plus, j'ai tout le texte sur les cartes qui sont en Japon. Alors, le texte, il n'y en a pas, mais le nom des animaux et tout. Donc, déjà, de un, ça me rappelle mon voyage au Japon. Puis en plus, je sais que c'est pas nécessairement beau, mais je trouve très original le style graphique de ce jeu, donc je suis content de l'avoir dans ce format-là. On arrive maintenant dans le top 5, et puis en 5e position, on a le jeu que je pense le plus fait parler de lui cette année 2024, c'est le jeu Harmony. Dans Harmony, vous allez tenter d'optimiser vos différents types de terrains ainsi que les animaux qui y habitent afin d'avoir l'écosystème le plus harmonieux possible. Chaque tour, vous prendrez tous les jetons disponibles sur un emplacement et vous les placerez dans votre jeu. Une fois qu'un terrain composé de plusieurs jetons correspondra à l'habitat d'un de vos cartes animales, vous pouvez en placer un dans votre jeu. Plus vous placerez d'animaux dans votre jeu, plus votre score sera élevé. Je vais pas trop m'attarder sur Harmony parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'ai l'impression qu'on a déjà tout eu dit, ce qu'il y avait à dire sur le jeu. Oui, le jeu est magnifiquement illustré. Oui, le jeu marche. Oui, le jeu est simple à expliquer. Oui, le jeu est agréable et zen à jouer. Tout ça est vrai. La seule critique que j'ai envers Harmony, c'est vraiment le fait que, pour moi, il est vraiment... Il est à la limite du familial, mais quand même presque trop simple pour un initié. Il y a un genre vraiment... En fait, comme je viens de dire, hein, les règles sont pas nécessairement compliquées à comprendre, mais je pense qu'il y a quand même ce côté spatial awareness qu'on aime bien utiliser, qui est pas nécessairement facile pour toutes les plus jeunes ou les gens qui ont pas nécessairement l'habitude avec les jeux de société. Et puis en plus de ça, le scoring est quand même assez compliqué pour des gens qui ont pas l'habitude de ça. De dire, ben là, il faut, ok, t'as ci, plus ça. C'est dur de se visualiser pour des gens qui sont pas nécessairement joueurs. Donc, c'est vrai que j'ai hâte de voir où ils vont le mettre, bien sûr, s'ils le mettent à l'as d'or, mais je serais intéressé de voir dans quelle catégorie ils le mettent, parce que pour moi, c'est presque trop dur pour du familial, mais trop simple pour de l'initié. Donc, je sais pas trop où il sera. Réponse dans 2 mois. Mais comme je dis, hein, ça, c'est ma seule critique, parce que jamais je vais refuser une partie d'Harmony. J'en ai fait beaucoup sur BGA. Je trouve qu'il est assez agréable sur BGA, donc... très bon jeu Harmony, et c'est pour ça qu'il est en 5e position. En 4e position, on retrouve un jeu, je pense qu'un peu le premier banger de cette année, c'est
Captain Flip. Dans Captain Flip, vous allez devoir piocher une tuile et décider si vous la retournez ou pas avant de la placer dans votre jeu. Voilà, c'est tout. Ah merde, il y a encore une minute de vidéo. Bon, sinon, c'est quoi vous, votre jeu de l'année? Vous avez joué à quoi de bien que vous avez genre transcendé? Je pense qu'on arrive au bout là. Ah oui, le style et la couverture. Bon, malgré la qualité faible du gag que vous venez d'entendre, c'est vrai que la réalité est là. C'est pour ça que j'ai fait. C'est que c'est un jeu qui est hyper épuré. Expliquer ce jeu, je l'ai fait. Tu prends une tuile, tu décides si tu la mets d'un côté ou de l'autre. That's it. J'ai énormément de respect et puis de plus en plus pour des éditeurs et des auteurs qui sont capables de proposer une expérience de jeu qui est épurée au maximum. C'est vraiment, si on n'a pas besoin de tel truc, on s'en débarrasse et puis qu'est-ce qu'on on se retrouve avec, tu vois? C'est quoi la mécanique qui nous reste? Puis clairement, c'est ce que je pense qui est arrivé avec Captain Flip. On s'est vraiment dit, ok, oui, mais c'est quoi qui est fun? Ah, mais c'est le fait de retourner cette tuile ou pas, parce que tu peux pas bien sûr regarder les deux côtés et choisir. C'est vraiment, soit je garde ce côté-là ou je le retourne et je vis avec mon choix, quoi. Puis ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche très bien avec les petits, avec les plus grands. Je pense pas que c'est le jeu qui va transcender tout ce que vous avez vu dans les mondes du jeu puis vous allez dire, ah mais ça, je veux y jouer à tous les jours. Non, clairement pas. Je pense que pour moi, c'est vraiment le feel-good jeu qui fonctionne tout le temps, qui est facile à expliquer. Et puis c'est pour ça que je l'ai mis dans ma liste. Et puis c'est pour ça que pour moi, il est juste un cran au-dessus d'Harmonize parce qu'il est plus facile à sortir. Je l'ai sorti d'ailleurs beaucoup plus de fois, bien plus souvent que Harmony. On arrive donc maintenant dans le top 3 et en troisième position, c'est un jeu qui a été mon jeu préféré de l'année pendant les 6 premiers mois de l'année, je dirais. Marabunta. Dans Marabunta, vous et votre adversaire devront mener une guerre territoriale entre deux factions de fourmis. Vous le ferez en choisissant un tour de rôle comment vous allez diviser les ressources de la manche avant de laisser votre adversaire choisir en premier. Il est important de ne pas déséquilibrer les deux choix de ressources, sinon votre adversaire vous laissera certainement avec les mains vides. Qui de vous deux gagnera la guerre des fourmis? Bon, dit comme ça donne pas trop envie, mais essayez-le avant de juger. Marabunta, ça a vraiment été ma première claque de l'année, en plus d'être ma première surprise. Parce que bien sûr, tu me dis, on va avoir un jeu où on se bat avec des clans de fourmis. Aïe, 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 ça m'intéressait tellement pas. Puis ça, c'est un jeu qu'on a reçu de Asmodée, donc je pense que je l'aurais jamais acheté. Je l'aurais même jamais été tenté de l'essayer. Il y avait plein de stands à Cannes pour faire jouer Marabunta, puis je pense franchement je serais passé tout droit. C'est vraiment le fait que j'ai reçu la boîte, je me dis bon, je vais quand même me forcer à l'essayer. On a fait des parties avec Aurel, et puis vous allez voir, dans dans mon top 3, j'ai toujours eu cette sensation à mi-chemin de la partie de me dire ah, mais c'est quand même trop bien, non? Et Marabunta, je m'en souviens de la première partie que j'ai faite, c'était avec Aurel, et puis je pense à mi-chemin dans la partie, et donc on s'est regardé, et on a dit, c'est quand même assez malin comme jeu, non? Il n'y a vraiment pas une seule décision dans le jeu qui est prise qui n'est pas conséquente sur le déroulement de la partie. Vraiment, à chaque fois que tu choisis de mettre un truc à quelque part, tu y penses vraiment... Limite, c'est je pense, la seule critique que j'aurais envers ce jeu-là, c'est que c'est vraiment possible d'avoir du gros analysis paralysis à dire, attends, si je mets ça là-bas, lui, il va prendre ça, donc... Donc, je pense que... Alors, j'ai beaucoup apprécié mes parties avec Aurel parce qu'on est deux personnes qui jouent très vite. Je pense que si tu joues avec quelqu'un qui réfléchit un peu trop, ça peut être long. Mais je trouve que, encore une fois, comme avec Captain Flip, on a ce côté très épuré du jeu. Ça tient dans une petite boîte. On a un jeu de conquête de territoire, de majorité, de I split, you choose, qui est une mécanique assez intéressante où justement il y a quelqu'un qui te doit faire deux séparations et l'autre personne doit choisir en premier. Donc, il faut vraiment faire gaffe à pas faire des choix trop déséquilibrés comme ça, sinon tu te fais avoir. Tout ça, je pense, c'est des raisons qui font que j'ai été très surpris par ce jeu. Oui, la thématique me parle pas, c'est vrai. Oui, d'aller chercher des cupcakes sur le plateau, ça m'excite pas non plus. Mais je trouve que tout ce que le jeu fait, le fait très bien. Et puis encore une fois, Knizia, il est quand même fort, hein. En deuxième position, mon jeu familial préféré de l'année, Fairy Ring. Dans Fairy Ring, vous allez tenter de gérer le placement de champignons dans votre jardin afin de rentabiliser les points que vous ferez lorsque vos adversaires vont inévitablement devoir s'arrêter dedans. Pendant ce temps, vous devrez aussi vous assurer de bien viser où votre fée atterrira afin de minimiser les points que vous allez offrir à vos adversaires. Un jeu plein de rebondissements où chaque décision affectera le cours de la partie. Si je pouvais donner un titre à mon top 3 de jeux cette année, ça serait clairement... J'y croyais pas et pourtant. Parce que comme avec Marabunta où la thématique me parlait pas du tout, là tu me dis un jeu avec des fées qui vont aller dans les jardins des autres pour mettre des points sur des champignons. Et dans le cas, comme avec Marabunta, et puis comme je viens de le dire avant aussi avec mon numéro 1 qu'on va entendre, c'est vrai que c'est des jeux que je suis un peu allé à reculons, et puis qu'à mi-chemin dans la partie, j'étais quand même, c'est trop bien. Fairy Ring, c'est un jeu que David nous avait parlé sur le podcast, et il l'avait avec lui parce qu'il venait de l'acheter, et puis bon, on était avec Benji, puis on a dit, bon, on va l'essayer, mais c'est vrai que Benji, il tirait un peu la gueule parce qu'il disait, mais non, avec les champignons et tout, et il y a vraiment eu ce moment pendant la partie où on s'est regardé les trois en mode...
Ah ouais, ah ouais, ah ouais! C'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est impossible de jouer sans regarder ce que les autres font. C'est impossible. Il faut tout le temps que tu te dises, ok, si moi je vais là-bas, ça va lui donner tant de points, mais moi ça va m'en donner plus. Donc le différentiel est quand même positif, donc ça vaut quand même la peine. J'ai vu et entendu des critiques sur ce jeu comme quoi c'est trop chaotique et puis t'as zéro contrôle, et je suis tellement pas d'accord, mais vraiment pas. Et puis je peux vous dire après mes 6 parties, oui, c'est vrai que plus tu es loin dans l'ordre du tour, moins tu vas avoir de contrôle sur ce que tu fais. Mais ça, tu dois t'ajuster en fonction de ça. Je vais prendre peut-être, si moi je suis le dernier dans l'ordre du tour, je vais peut-être prendre la carte qui me permet d'avoir une variation dans où je peux atterrir. Bien sûr, si toi, t'es le 4e dans l'ordre du tour et que tu penses que t'es capable de réfléchir à ce que tout le monde va faire avant toi, tu vas te faire avoir, ça c'est sûr. Mais par exemple, quand t'es premier joueur, ben, tu peux savoir exactement où tu t'en vas. Donc, il faut vraiment que t'en profites quand t'es premier joueur de faire des trucs qui sont peut-être plus osés ou qui vont te rapporter plus de points parce que t'as ce contrôle. En plus, le fait qu'on ait tous des points donc qui sont cachés, je trouve que c'est chouette parce que sinon, on t'aurait encore une fois cette analyse de dire, attends, lui, il a 12 points, si je lui donne 13, ça va faire ci et donc ça va changer le différentiel. Là, vraiment, les gens, ils mettent leurs points sur une roue et c'est caché. Donc, à moins que vous vous souvenez exactement à chaque fois qu'ils tournent la roue que ça fait des points, c'est quasi impossible de retenir les points de tout le monde. Bref, tout ça pour dire que pour moi, j'ai été méga convaincu par l'expérience. Je l'ai fait découvrir à beaucoup de groupes qui ont toujours adoré leur partie. Donc, si comme moi, vous y allez un peu à reculons avec Fairy Ring, essayez-le, je pense vraiment que vous allez être convaincu par l'expérience de jeu. Et nous voilà donc en première position de l'année 2024. Mon jeu favori pour le moment, c'est Pirates de Maracaibo. Dans Pirates de Maracaibo, vous devrez choisir le chemin optimal afin de bâtir sur votre stratégie et filer vers la victoire. Serez-vous plutôt aventurier, ou peut-être plus bâtisseur, ou un bon vieux pirate agressif, ou même simplement un collectionneur de gemmes précieuses? Tout est possible dans ce jeu où vous ne ferez jamais 2 fois la même chose lors de vos différentes parties. C'est possible que Pirates de Maracaibo bénéficie d'un avantage sur le fait que c'est le plus récent que j'ai joué dans cette liste, parce que je l'ai découvert il y a 1 mois. Donc c'est possible que je sois un peu biaisé par ça, si on compare par exemple avec Marabunta, qui m'est resté en tête depuis le mois de février de cette année. Donc ça sera encore d'autant plus intéressant à voir au mois de novembre l'année prochaine à quel point il va rester haut dans ma liste. C'est vrai que je sais pas à quel point j'y crois au fait qu'il va rester premier, mais pour le moment, si tu me dis maintenant à quoi tu aurais envie de jouer, juste d'avoir placé la boîte là, maintenant j'ai envie de l'ouvrir et faire une partie. J'ai fait 6 parties pour le moment, sans compter le fait que je viens de voir que le jeu est arrivé sur BGA en alpha, donc je vais en enchaîner encore plus. Mais lors de toutes ces parties-là, je suis toujours en train de faire des choses différentes. J'ai toujours des stratégies différentes. Puis ça, je trouve que c'est une des premières fois que je vois vraiment cette liberté-là dans un jeu de société. J'ai souvent entendu le terme bac à sable pour parler de jeux de société. Puis c'est vrai que des fois, je vois pas trop l'intérêt de ce genre de mécanique-là. Moi, j'aime mieux avoir un peu une idée de ce que je fais. Mais là, je t'avoue que dans Pirates de Maracaibo, j'ai vraiment cette sensation-là. D'une partie à l'autre, je vais regarder un peu c'est quoi mes premiers choix d'action et puis je vais me caler une stratégie en fonction de ça. Est-ce que ça marche tout le temps? Non, pas nécessairement. Mais je trouve ça toujours agréable à un peu bâtir cet engin. Par exemple, de dire est-ce que je vais faire plutôt une stratégie où je vais essayer de réduire le coût des cartes puis en acheter le plus possible. Ou peut-être que je vais faire une stratégie plus exploration pour avoir plus de bonus. C'est toutes des choix qui sont fun et qui te récompensent lors de la partie. Comme je dis avec mes choix en 3e et en 2e position, c'est pas nécessairement que j'étais pas attiré par le thème de Pirates de Maracaibo, mais étant donné que moi j'ai jamais joué à Maracaibo, je me disais, ça doit être encore une fois un peu cette histoire de c'est l'expérience, mais moindre parce que c'est plus simple et tout. J'ai jamais été trop fan des jeux qui font ça parce que je me dis tout le temps, ouais, mais ça me donne juste envie de jouer au grand frère. Mais ce qui est marrant avec Pirates de Maracaibo, c'est que tout le monde avec qui j'ai joué a préféré celui-ci à Maracaibo. Après, il faut le dire qu'ils n'étaient pas vraiment fans de Maracaibo. Donc, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes vraiment fan de Maracaibo et puis vous avez joué aux deux, est-ce que vous avez une préférence pour un et puis pourquoi? Parce que ça, c'est toutes des choses qui m'intéressent étant donné que j'ai pas encore joué à Maracaibo. Donc voilà, c'est aussi un jeu que je suis arrivé à reculons avec... j'avais pas trop envie, mais David disait oui, mais moi j'ai entendu des bons commentaires. On y a joué ensemble, et puis même chose, mi-chemin dans la partie, je voyais encore de la possibilité des parties, et puis je lui ai tout de suite demandé est-ce que je peux te l'emprunter, puis par la suite on a fait plusieurs parties, je pense qu'on a fait 4 parties avec Aurel, puis lui aussi est hyper fan, donc c'est vrai que ça fait monter la hype de ça, de vouloir enchaîner les parties et tout. On arrive donc au bout de cette vidéo, merci à tout le monde qui a regardé la vidéo jusqu'au bout, qui continue de regarder mes vidéos, même si j'en sors beaucoup moins. C'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué d'enregistrer ces vidéos-là. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai encore les énormes cernes parce que je me suis réveillé il y a genre 1 heure. Il faut absolument que je fasse cette vidéo-là rapidement parce que c'est le seul temps que j'ai pour la faire. Donc merci de la regarder. Et puis j'aimerais vraiment que vous me dites en commentaire, c'est quoi vos meilleurs jeux de l'année. Faites-moi un petit top 3 dans les commentaires, puis ça va me permettre de voir à quel point je suis en retard sur plein de sorties. Donc faites ça, et puis sinon nous on se revoit l'année prochaine pour une autre vidéo de